Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante, tirée du livre La psychologie de l'argent. L'idée, c'est que, pour ses finances, il vaut bien mieux chercher à être raisonnable plutôt que d'essayer d'être froidement rationnel. Allez, pour bien comprendre ça, on va commencer par une histoire. Une histoire assez folle, qui nous vient du monde de la médecine. Alors, notre histoire commence au 19e siècle. On suit un psychiatre du nom de Julius Wagner Jaroreg, qui est confronté à un diagnostic terrible, à l'époque sans espoir, la neurosyphilis. Et ce docteur Wagner Joreg, il remarque quelque chose de très étrange. Il voit que ces patients qui ont la syphilis, parfois, leur état s'améliore de manière spectaculaire. Mais seulement s'ils attrapent une autre maladie. Une qui leur donne une forte fièvre. Ça fait tilt. Ça lui rappelle une très vieille intuition médicale. L'idée que la fièvre, en fait, ce n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est l'arme du corps pour combattre l'infection. Alors, il va faire quelque chose qui, aujourd'hui, nous paraîtrait complètement fou. C'est un saut logique, mais hyper audacieux. Il commence à infecter délibérément ses patients. D'abord avec la typhoïde, la variole, il cherche la bonne fièvre. Et finalement, il trouve une souche faible de paludisme qu'on pouvait contrôler avec de la quinine. C'était ça, la clé. Les résultats, stupéfiants. Ça lui a même valu un prix Nobel, rien que ça. Ok, maintenant, voilà le point vraiment intéressant. La science nous dit que la fièvre est notre allié, qu'elle aide le corps à se battre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait tous, sans exception, dès qu'on a un peu de température? On prend un médicament pour la faire baisser. La question c'est, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Eh bien, la réponse est super simple et elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout simplement parce que la fièvre, ça fait mal. Et personne n'a envie d'avoir mal. C'est aussi simple que ça. Du coup, la décision rationnelle d'un point de vue purement biologique, ce serait de laisser la fièvre agir. Mais la décision raisonnable, la décision humaine, c'est de prendre un cachet pour se sentir mieux. Et voilà, on y est. Cette différence fondamentale entre être rationnel et être raisonnable, c'est la clé pour comprendre énormément de notre décision, surtout avec l'argent. On n'est pas des feuilles de calcul Excel, on est des êtres humains avec des émotions. Bon, maintenant appliquons ça au monde de la finance. Un monde qui, soyons honnêtes, est souvent obsédé par l'idée de trouver la stratégie parfaite, la plus rationnelle possible. Prenez Harry Markowitz, c'est une légende, un prix Nobel. Il a passé sa vie à créer des modèles mathématiques ultra complexes pour optimiser les portefeuilles. Et vous savez ce qu'il a fait avec son propre argent? Il a tout ignoré. Il a fait un truc tout bête. 50% en actions, 50% en obligations. Pourquoi? Parce que ce n'était peut-être pas rationnellement parfait, mais c'était raisonnable. C'était une stratégie qui le laissait dormir la nuit, et ça n'a pas de prix. Un autre exemple, encore plus parlant. Une étude de Yale, en 2008, a sorti la stratégie irrationnelle pour les jeunes investisseurs. Un effet de levier de 2 pour 1. En gros, ça veut dire, si on a 10 000 euros, on en emprunte 20 000 de plus et on investit les 30 000 en actions. Sur le papier, dans un tableur, la logique est implacable. C'est le chemin le plus rapide pour s'enrichir. Le problème, avec un tel levier, si le marché chute de 50%, et ça arrive, on perd tout, pas la moitié. Tout. Le capital est réduit à 0. Alors, la question est, le lendemain, après avoir tout perdu, est-ce qu'on continue? Le tableur, lui, il dira oui, bien sûr, continue, c'est rationnel. Mais un être humain? La réponse est non, évidemment. Personne ne peut supporter une stratégie aussi brutale émotionnellement. Donc on a compris un truc crucial, une bonne stratégie doit être vivable émotionnellement. Mais il y a un deuxième point tout aussi important, il faut accepter que le monde, lui, est complètement imprévisible. On a tous cette tendance à croire que le passé est une carte parfaite pour prédire le futur. C'est une erreur. L'histoire, ce n'est pas une série de cycles qui se répètent à l'identique. Non, l'histoire, c'est surtout une suite d'événements totalement surprenants, des signes noirs que personne, absolument personne, n'avait anticipés. Regardez cette chaîne d'événements. C'est incroyable quand on y pense. Tout commence avec les attentats du 11 septembre. En réaction, la Banque centrale américaine baisse massivement ses taux pour éviter une crise. Ces taux très bas, qu'est-ce qu'ils créent? Une bulle immobilière gigantesque. La bulle finit par éclater, ce qui nous amène à la crise financière de 2008, et cette crise détruit le marché de l'emploi, ce qui pousse des millions de jeunes à aller à l'université. Résultat final, une dette étudiante colossale. Qui aurait pu prédire ça? Personne. La vraie leçon à tirer de ces surprises, ce n'est pas de se dire « Ah, la prochaine crise ressemblera à ça ». Non. La vraie leçon, c'est que le monde est surprenant par nature. Ça devrait nous rendre humbles et nous faire admettre qu'en réalité, on n'a aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Et puis, il y a autre chose.
l'économie elle-même change. Sa structure n'est plus la même qu'il y a 50 ou 100 ans. Du coup, comparer les époques, c'est souvent trompeur. Regardez ce graphique par exemple. On voit très bien que l'intervalle de temps entre les récessions économiques n'a cessé de s'allonger. Même le grand Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, passait son temps à adapter ses formules. Il disait lui-même qu'une stratégie qui cartonnait dans les années 50 était complètement dépassée dans les années 60. Alors si même une légende comme lui reconnaissait que tout change en permanence, comment pourrait-on s'accrocher à une vision figée du passé? C'est un piège. Bon, alors, on fait quoi avec tout ça? On a nos émotions d'un côté et un monde totalement imprévisible de l'autre. Eh bien, ces deux réalités nous amènent en fait à la même conclusion. Une conclusion très puissante. Puisqu'on ne peut pas être parfaitement rationnel et qu'on ne peut pas prédire l'avenir, sur quoi peut-on se reposer? La réponse, elle est là. La variable la plus importante en investissement, le seul véritable super-pouvoir, c'est le temps. Sur une journée, la bourse est pile ou face, 50-50. Mais regardez avant temps. Historiquement, les chances de faire de l'argent sont de 100%. Le temps lisse les bosses et récompense la patience. Et ça change tout. Ça veut dire que la compétence financière la plus importante, ce n'est pas d'être un génie des maths, c'est l'endurance, la capacité à tenir sur la durée. Et comment on fait pour tenir en ayant une stratégie raisonnable? Une stratégie avec laquelle on est à l'aise, qu'on peut conserver sans paniquer quand tout va mal. C'est ça la clé pour prospérer sur le long terme. Voilà donc la question qu'il faut se poser. Pas est-ce que ma stratégie est la plus optimale sur le papier, mais plutôt est-ce que cette stratégie est conçue pour durer? Est-ce que je pourrais m'y tenir assez longtemps pour qu'elle ait le temps de fonctionner? C'est peut-être ça la décision la plus intelligente de toutes.